Bonjour de Washington et un accueil chaleureux de la part du CESA, tous nos collègues anciens partenaires qui se sont enregistrés du continent africain et au-delà pour ce webinaire sur les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle. C'est le premier de 6 webinaire. Nous voulons vous donner une présentation pour tous ceux qui s'intéressent à en apprendre plus à propos des implications sécuritaires de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Je m'appelle Dr. Nate Allen. Je suis professeur associé des études de sécurité au CESA. Donc, et je suis le responsable de la faculté sur la cybernétique et les sujets émergents de sécurité. Alors, avant de continuer, je vais donner la parole à notre directeur par intérim, le euh, Daniel Hampton. Alors, bonjour Nate et bonjour à tous. Alors, merci de nous avoir rejoints et merci de votre intérêt dans ce programme. Alors, je m'appelle Daniel Hampton, je suis le directeur par intérim du CESA. Beaucoup connaissent déjà le CESA, mais pour ceux qui sont nouveaux, voilà un rappel de qui nous sommes. Le CESA a été établi par le Congrès américain en 1999, 26 ans, il y a 26 ans. Et donc, pour étudier les thématiques sécuritaires, pour servir en tant que forum de recherche, de communication et d'échange d'idées. Pour accomplir cette mission de la part du Congrès, nous avons développé un énoncé de mission pour faire progresser la sécurité africaine en accroissant la compréhension, en fournissant une plateforme fiable pour le dialogue, établissant des partenariats et catalysant des solutions. Nous nous organisons sur plusieurs piliers pour exécuter cette mission. Et donc, nous organisons des ateliers, des événements et des séries telles que celle-ci. Donc, ensuite, nous avons une section de recherche et de communication stratégique. Alors, si vous ne connaissez pas notre site web, je vous encourage de le consulter, de l'utiliser en tant que ressource. Et toutes nos publications sont publiées en anglais, français, portugais, certaines en arabe, et elles sont toutes disponibles pour être téléchargées. Et nous avons bien sûr euh, des articles spécialisés aussi. Alors, c'est une ressource vraiment très intéressante et je vous recommande de la consulter. Et dernièrement, nous avons notre section des affaires communautaires et pour les anciens du CESA. Alors, il renforce ces partenariats à long terme dont j'ai parlé. Je suis heureux de voir tellement d'anciens nous rejoindre aujourd'hui. Et je dis souvent, et je le crois vraiment, que le réseau de nos anciens, c'est vraiment la force du CESA. C'est ce qui fait que nous sommes pertinents et nous pouvons nous focaliser sur les sujets qui sont les plus pertinents pour les Africains. Nous voulons vraiment nous focaliser sur ce qui est important au domaine de la sécurité en Afrique. Alors, je suis heureux de présenter ce webinaire. C'est le premier d'une série et il y a de plus en plus de reconnaissance de la pertinence et du rôle de l'IA dans le monde. Alors, je pense que ce sera un webinaire productif, une série très intéressante. Alors, merci de nous avoir rejoints et j'ai hâte d'amorcer notre discussion. Alors, aucune technologie n'a capturé l'imagination populaire comme l'intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment plus grand, une plus grande réalisation que l'humanité répliquant son génie. Mais il y a cette crainte que nous puissions être surpassés par notre création. La réalité est plus complexe cependant. Et donc voilà ce que nous allons analyser pour vous dans cette série de webinaires. Et comme nous l'avons entendu dans un autre webinaire, l'intelligence artificielle n'est ni artificielle ni intelligente. Elle impulse différents aspects de l'économie numérique depuis un bon moment. Les algorithmes qui
en fait, sont la source des résultats que vous voyez dans vos recherches, les médias sociaux que vous voyez. Alors, en général, les médias sociaux ou les bots tels que ceux produits par Google et d'autres ont fait les actualités à cause de ce qu'ils font. Mais donc, et c'était en 1997 que le super ordinateur Deep Blue a battu Garry Kasparov, le champion des échecs à l'époque. Donc, ceci n'est pas tout nouveau. Alors, nous avons vraiment analysé les implications sécuritaires de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Nous allons être ambitieux. Nous allons parler de tout, de comment on utilise l'IA, ou comment les acteurs non étatiques utilisent l'IA. Nous allons parler du domaine de l'information et nous allons parler des systèmes de surveillance et de renseignement. Alors, mais nous devons quand même avoir une compréhension de base de ce qu'est l'IA, comment elle est utilisée et comment elle est susceptible de transformer le continent à l'avenir. Alors, donc, nous avons la présence de deux expertes très éminentes et je garantis qu'elles vont nous aider à mieux comprendre les défis et les opportunités de l'IA, mieux que ChatGPT pourrait vous le dire. Alors, tout d'abord, nous avons le docteur Shinasa Okolo, qui est membre de la Brookings Institution et a récemment obtenu un doctorat en informatique à l'Université Cornell. Ses recherches portent sur la gouvernance de l'IA pour la majorité mondiale, la désertification et la marginalisation algorithmique, euh, ainsi que sur l'impact socio-économique du travail sur les données. Elle a été reconnue comme l'une des personnes les plus influentes du monde dans le domaine de l'IA part-time. Si vous regardez la page du programme pour ce webinaire, vous verrez plus de détails de sa biographie ainsi que pour tous les intervenants et intervenants qui vont euh, nous rejoindre pendant ce programme. Et nous avons aussi Rachel Adams, qui est la fondatrice et PDG du Centre global sur la gouvernance de l'IA. C'est une associée de recherche principale au Levenhulme Center pour le futur de l'intelligence à l'Université de Cambridge. Elle est aussi chercheuse au lab de déontologie de l'Université du Cap. Elle est diplômée en littérature anglaise, en droit international des droits de l'homme et en philosophie. Elle a aussi publié son troisième livre en novembre 2024. Alors, nous sommes heureux de vous voir toutes les deux et nous allons commencer avec le docteur Okolo. Mais avant d'aborder euh, cette conversation, nous devons comprendre ce qu'est l'IA et quel est son avenir. Donc, la définition est parfois controversée. Alors, quelle est votre définition de l'IA? Quelles sont les capacités actuelles de l'IA et comment vont-elles évoluer à l'avenir? Alors, merci pour cette question. On est inondé actuellement par l'IA et par différentes définitions de ces technologies. Pour moi, c'est l'informatique qui crée des machines, que ce soit des téléphones, des systèmes automatisés. Et l'IA se comporte, et je dis ici entre guillemets parce que je ne veux pas les anthropomorphiser, mais ils ont tendance à agir comme des êtres humains, à planifier le raisonnement, la prise de décision et d'autres choses. Alors, il y a trois catégories dans l'IA. Une catégorie prédictive, et les gens ont vu ceci sur plusieurs décennies déjà. L'agent, donc par exemple des outils tels que Cursor qui proviennent de OpenAI et qui fonctionne en votre nom. Il y a aussi l'AI génératif et qui en fait a provoqué cette explosion d'IA qu'on a vue.
par exemple des outils provenant de OpenAI, ChatGPT, d'autres bien sûr, et Google et Microsoft bien sûr se concurrencent aussi dans ce domaine. Mais je veux noter que l'IA tire parti de l'apprentissage automatique pour aider à utiliser ces algorithmes pour qu'il y ait une adaptation sans instruction spécifique. Alors, il y a bien sûr des modèles qui analysent et obtiennent des résultats à partir de bases de données et pour générer différents genres de contenus. Merci. Alors, je pense que ce que j'ai entendu, c'est que l'IA, c'est une technologie, c'est un outil. Enfin, c'est censé euh, en fait imiter la logique humaine, mais ce n'est pas humain. Alors, et ça a ses bénéfices et ça a ses risques. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler ces dernières années, mais j'aimerais commencer par une discussion à propos du potentiel de l'IA. Grâce à la croissance de l'IA, surtout l'intelligence artificielle prédictive, qui est beaucoup plus fréquemment vue que les gens ne le pensent. Et donc, et il y a aussi sa forme en tant qu'agent, et on prédit qu'il y aura une intelligence superhumaine à un moment donné. Mais alors, que pensez-vous que l'IA contribue à l'Afrique? Y a-t-il des cas d'utilisation qui sont significatifs pour vous? Pour moi, en tant que quelqu'un qui recherche ces sujets et qui travaillait pendant mon doctorat, je dois dire que beaucoup des outils qui sont développés et adoptés par des gouvernements et par des organisations ne fonctionnent pas. Et ça, c'est un grand problème. Mais du point de vue des opportunités, moi, je vois l'IA comme quelque chose qui habilite les êtres humains, mais qui ne remplace pas la main-d'œuvre. Enfin, ça peut bénéficier dans le secteur de la fabrication des soins de santé. Alors, il y a donc les développeurs disent que l'IA peut remplacer la main-d'œuvre, mais honnêtement, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, en travaillant avec des travailleurs de santé en Inde rurale pendant mon doctorat, pendant ma dissertation, j'ai inclus une citation de leur part dans le titre de ma dissertation disant, ça ne peut pas faire tout mon travail. Et ils parlaient de ces systèmes d'IA. Alors, repartant sur cette question principale, je pense que l'IA peut habiliter les travailleurs dans le secteur de la santé euh, que ce soit en Inde ou en Afrique. Donc, je vais comparer l'Inde à l'Afrique à cause de la taille de la population et certaines similarités socio-économiques. Je pense qu'il y a certains parallèles entre les deux, mais il y a des utilisations dans les soins de santé. Alors, quand on parle des soins de santé, des travailleurs de santé mobiles, ces travailleurs dans les soins de santé qui n'ont pas forcément énormément de formation, d'antécédents médicaux, mais euh, l'IA peut leur fournir des opportunités, peut leur donner un certain accès et peut les aider à aider leurs patients. Mais nous devons aussi tenir en compte, bien sûr, les contraintes euh, par exemple la connectivité Internet ou l'accès des patients au smartphone, ce qui est un obstacle dans beaucoup de contextes africains. Du point de vue de l'éducation, on a vraiment vu une grande étape du point de vue de la formation. Euh, mais Mais donc l'éducation s'est empirée dans beaucoup d'endroits sur la dernière décennie et donc il y a une opportunité d'utiliser ces outils pour que les étudiants puissent avoir accès à une éducation supplémentaire au-delà de l'école ou s'ils ne sont pas à l'école. Donc, je pense qu'on peut tirer parti de l'IA pour l'éducation et aussi des plateformes mobiles parce qu'il y a un certain nombre de consommateurs en Afrique qui ont accès à l'Internet par le biais de leur téléphone. Et je vois aussi beaucoup d'impact de l'IA
Donc, on voit beaucoup de, par exemple, un manque de productivité dans certains contextes en Afrique, par exemple au Nigeria, il y a des problèmes du point de vue des récoltes, du changement climatique qui impacte l'Afrique. Alors, de pouvoir personnaliser ces systèmes d'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à augmenter les rendements de leurs récoltes et aussi à aider les distributeurs pour qu'il n'y ait pas de gâchis du point de vue de la vente des récoltes une fois qu'elles ont été récoltées. Alors, oui, alors un thème commun, l'agriculture, l'éducation, etc. Alors, l'IA telle qu'elle est maintenant, c'est vraiment l'IA peut reconnaître les motifs qui se soulèvent parmi certaines choses. Alors, vous avez beaucoup de données à propos de la performance des étudiants, à propos des agriculteurs et de leur récolte. Et par exemple, à propos des symptômes pour une certaine maladie. Alors, l'IA peut offrir des prédictions personnalisées très spécifiques. Mais bon, ceci implique avoir l'accès à l'Internet. Euh, et on en reparlera avec le docteur Adams. Alors, vous avez écrit un article pour Brookings récemment à propos de comment les gouvernements africains peuvent concevoir et adapter les approches de leur propre gouvernement par rapport à l'avenir et le rôle de l'IA. Et vous pensiez que ceci était essentiel pour tirer parti de l'IA. Alors, quels sont certains des éléments principaux de ceci? Et quels seraient les conseils que vous donneriez au gouvernement de l'Afrique et aux acteurs du secteur de la sécurité s'ils sont à la recherche de moyens pour harnacher les bénéfices de l'IA? Alors, bon, je conseille toujours des méthodes adaptées au contexte. On a vu un certain nombre de stratégies se développer sur la dernière demi-décennie du point de vue de la gouvernance des données. Enfin, il y avait déjà des orientations en place avant ChatGPT. Mais donc, je pense que ceci peut être fait. Mais je pense que de tirer parti de l'expertise locale, de ne s'appuyer pas tant s'appuyer sur les, les compétences externes ou étrangères, parce que ceci peut avoir une influence inappropriée du point de vue des politiques, parce que à qui bénéficient ces politiques et ces cadres de gouvernance des données? Donc, les gouvernements africains ont des chercheurs dans leurs universités locales, des acteurs de la société civile qui ont étudié ces sujets. Et donc, ils peuvent s'appuyer sur ces individus. Si ce n'est pas le cas, dans certains cas, je pense que l'Union africaine a la capacité de combler certaines de ces lacunes. Par exemple, leur panel de haut niveau sur les technologies émergentes peut être utile. Et une autre approche pour comprendre comment les gouvernements peuvent en fait maîtriser les bénéfices de l'IA, c'est vraiment, il, il faut vraiment faire ces évaluations pour comprendre comment l'IA peut être intégrée au mieux parce que nous avons ces problèmes avec les systèmes de l'IA, surtout ceux qui sont adaptés pour les services des gouvernements. Il y a eu des cas en Australie, aux Pays-Bas et d'autres où les systèmes d'intelligence artificielle ont signalé d'une manière inappropriée des bénéfices sociaux. Disant que c'était des escrocs, etc., et ont eu un impact négatif sur des individus à qui on demandait de rembourser des dizaines de milliers de dollars. Oui, ils se sont retrouvés dans une situation encore pire au niveau socio-économique. Alors, il y a eu un cas où il y a eu un cas dans un pays européen où il y avait eu ce genre de problème. Alors, on doit vraiment avoir un esprit critique vers ce genre de technologie et beaucoup de gouvernements ou de sociétés qui utilisent l'IA, et les problèmes auxquels ils appliquent l'IA peuvent en fait être résolus avec des algorithmes très simples. Alors, on doit établir là où on doit utiliser l'IA et quelle est l'approche qu'on entreprend pour résoudre tout ceci. Et je pense que les pays africains ont ces capacités à l'interne.
Et donc, il faut s'appuyer sur les experts techniques, ceux qui proviennent de leur domaine respectif et qui vont être impactés par tout ceci. Et ça, c'est des choses que je recommande pour les gouvernements. Alors d'abord, assurez-vous que vous avez en fait même besoin de l'IA pour résoudre ce problème que vous essayez de résoudre. Ça, c'est un bon conseil. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, l'IA est insensitif du point de vue énergie, etc., ou du point de vue connectivité. Et il pourrait y avoir des solutions plus simples qui sont disponibles. Il y a donc beaucoup d'expertise aussi qui est présente en Europe, en Chine, mais elle n'est pas forcément adaptée à votre contexte. Et donc, il faut s'appuyer sur les chercheurs locaux autant que possible. Et une chose que je dis souvent, c'est que les gouvernements africains, les institutions africaines ont beaucoup plus d'expertise que on leur donne le crédit pour. Donc, c'est vraiment qu'ils alors maintenant, on va demander au docteur Adams de nous parler de certains de ces points à propos donc des exigences par rapport aux données, etc. Alors vous avez ce nouveau livre qui s'appelle Le Nouvel Empire de l'IA et l'avenir de l'inégalité mondiale. Vous dites que la plus grande menace envers le pouvoir transformatif de l'IA, ce n'est pas vraiment la super-intelligence, enfin du moins pas pour le moment, bien que ceci préoccupe beaucoup de gens, mais c'est vraiment l'inégalité qui est la plus grande menace. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi. Comment voyez-vous l'inégalité en lien avec les défis qui ont à voir avec la diffusion de l'IA maintenant et à l'avenir? Ah, merci énormément. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui et c'est vraiment une discussion très intéressante. Alors, pour vous expliquer ces plus grands défis qu'on voit par rapport au potentiel transformatif de l'IA. Donc, l'IA et l'industrie, le secteur revendique euh, que l'IA a un potentiel extraordinaire pour créer un meilleur monde pour tout le monde, pour améliorer les soins de santé, l'éducation, la croissance économique. C'est vraiment des revendications énormes, extraordinaires. Mais ces choses-là ne vont pas tout simplement avoir lieu d'une manière équitable. Et on a vu dans l'adoption de ces technologies à travers le monde qu'il y a des bénéfices et des effets néfastes. Alors, en général, les populations qui sont déjà privilégiées, les groupes qui ont leur point de vue bien représenté, sur lesquels ces modèles de données ont été entraînés, qui ont déjà accès à énormément de technologies, peuvent bénéficier dans leur lieu de travail, dans leur foyer, dans leur secteur, dans leur pays. Donc, ils peuvent obtenir tous les bénéfices et les efficacités, gains de productivité qui proviennent de tout ceci. Mais les gens qui sont dans des contextes qui sont déjà marginalisés, qui sont marginalisés pour des questions de, de nombreux facteurs et qui ne sont pas bien représentés dans les données en ligne sur lesquelles ces modèles sont entraînés, c'est les systèmes ont une plus grande probabilité d'un impact néfaste envers ces groupes marginalisés. Alors, nous devons faire attention à comment nous utilisons ces technologies. Nous devons avoir un esprit critique envers ceci et voir ceci d'une manière très réaliste par rapport à quels sont les bénéfices qui en ressortiront, pour qui et à quel coût. Alors, dans mon livre, je suis basée ici en Afrique du Sud. Ça fait 17 ans que je vis en Afrique du Sud. Je dois dire que le continent africain joue déjà un énorme rôle dans le secteur mondial qui est l'intelligence artificielle. Mais les Africains n'obtiennent pas les bénéfices de ceci. Donc, je vous parle de la chaîne d'approvisionnement de l'IA. Alors, d'abord, l'extraction des minéraux rares qui proviennent de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Mais cette extraction de minerais
pas là où les profits sont obtenus, c'est vraiment dans le traitement de ces minéraux. Et on sait bien sûr que ces régions ont énormément de conflits, d'abus des droits humains, parce qu'il y a tellement d'intérêts étrangers envers ces minéraux qui existent dans ces régions. Alors, plus loin sur la chaîne d'approvisionnement, vous avez donc le rôle de ceux qui travaillent là-dessus. Nous avons eu des lanceurs d'alerte, par exemple du Kenya, qui nous ont parlé de à quel point ces fermes de données, elles sont néfastes. Alors, par exemple, une société a un contrat avec telle société qui a un autre contrat pour établir un centre informatique quelque part de temporaire où des travailleurs sont amenés et mis dans des positions manquant de sécurité, sans sécurité, pour faire ces tâches que d'autres ne veulent pas faire, mais qui sont là pour éviter que les gens ne voient pas de contenu néfaste sur leurs médias sociaux, etc. Les systèmes de l'IA n'apparaissent pas miraculeusement et tout d'un coup capables de lire et de comprendre le monde. Il y a des gens qui définissent, qui corrigent, qui font le suivi, qui surveillent pour s'assurer que l'IA se comporte correctement. Et beaucoup de ce travail a lieu dans le sud global, où cette main-d'œuvre n'est pas chère. Mais ceci crée un nouveau niveau Ce n'est pas seulement euh, la création d'une nouvelle croissance économique, c'est des gens qui sont dans des contrats à court terme, mal payés, et qui laissent en fait les gens avec vraiment ayant des effets néfastes à partir de leur travail. Ensuite, il y a la fin du cycle. Il y a tous les matériaux, les tablettes, les téléphones, les euh, réfrigérateurs intelligents. Quand ceux-ci ne fonctionnent plus, ces actifs physiques, quand ils ne fonctionnent plus, doivent se retrouver quelque part et ils se retrouvent sur le continent africain, dans le sud global. Et ceci pose énormément de problèmes de santé où fait, on abandonne ces appareils qui ne fonctionnent plus. Alors, pensons au rôle de l'Afrique. Donc, il faut penser à comment l'IA peut amener ses bénéfices à la population africaine. Donc, et oui, c'est important de comprendre comment cette chaîne d'approvisionnement a un impact sur la qualité de la vie des gens. Comment voyez-vous l'impact, justement, comment cela peut impacter le secteur de la sécurité lié dans la prise de décisions militaires, des forces de sécurité, l'utilisation de l'IA pour les systèmes de surveillance? On commence à voir cela dans les systèmes de ciblage. Je pense que dans ces cas, lorsque l'IA devient moins chère et plus répandue, on va avoir plus d'acteurs qui vont s'en servir. Comment voyez-vous les défis du secteur de la sécurité avec l'impact de l'IA? Je crois que c'est une question très importante dans le contexte de l'Afrique. C'est très, très intéressant. L'Afrique a en effet un environnement sécuritaire très, très complexe. Et puis, si on y insère la technologie d'une très grande puissance, comment cela potentiellement peut faire des très bonnes choses, des systèmes d'alerte précoce avant les conflits ou des initiatives de renforcement de la paix, comment cela peut impacter le sentiment public pour ceux qui renforcent la paix. Mais le pouvoir qui n'est pas réglementé peut être très, très dangereux, surtout dans un environnement très complexe sécuritaire. Ce qu'on voudrait voir, c'est l'utilisation de ces technologies euh, de façon qu'elles soient réglementées pour leur bon usage des institutions démocratiques,
locales, qu'elles soient promulguées, qui peuvent faire la surveillance, voir l'usage de ces technologies pour éviter ce qui est nuisible. Mais c'est très complexe des utilisations que nous voyons dans l'intelligence artificielle dans le contexte humanitaire. Oui, cela peut être très utile pour la distribution de l'aide humanitaire, mais aussi pour aider à la relocation des populations des réfugiés. Mais nous savons que ces populations déjà vulnérables, il faut quand même s'assurer des droits de la personne, de ces personnes, où dans beaucoup de pays, les systèmes juridiques n'offrent pas les protections pour ces gens parce qu'on peut parfois laisser de côté le droit à la vie privée suivant les contextes. C'est donc un secteur où il faut faire très attention de bien comprendre ce qui prend lieu. Merci. Je crois que ce dernier commentaire rend très clair que l'IA, c'est un outil avec des bénéfices potentiels et des risques de même potentiels, surtout dans le domaine de la sécurité. Vous pouvez utiliser la même technologie pour de bonnes raisons, mais aussi vous pouvez allouer de l'aide humanitaire, par exemple. Vous et Dr. Cole, dans le livre, vous avez fait référence aux besoins de surveillance, de contrôle pour l'Afrique concernant l'IA. Et puis la dernière question que je vais vous poser, j'encourage les gens à poser d'autres questions. On arrive aux questions et réponses. Dernière question pour vous. Vous avez mentionné toute une série de risques, de défis, le potentiel de l'UA de renforcer les inégalités dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, son potentiel d'être mal utilisé. Que peuvent faire les gouvernements de l'Afrique pour mitiger les risques et les dangers que vous avez identifiés? Oui, merci. Je crois que c'est une question très importante, une des choses importantes sur lesquelles il faut se pencher. Comment est-ce que les gouvernements de l'Afrique utilisent ce pouvoir, leur pouvoir, pour rendre responsables les sociétés technologiques étrangères qui ont un impact négatif sur leur pays? Une des choses sur lesquelles on se penche, c'est sur la mésinformation et la désinformation. Je crois que c'est particulièrement important à travers le continent de l'Afrique parce que si on a la confiance du public qui flanche à cause de l'IA, cela cause beaucoup de problèmes. Les gens manquent de confiance dans la technologie. Alors, si, par exemple, Meta ne fait plus la vérification des faits, par exemple, alors comment mettre de la pression, surtout sur les sociétés des médias sociaux, pour assurer qu'ils font justement une surveillance du contenu qui pourrait être nuisible, qui pourrait contenir des deepfakes. Ça, c'est une chose sur laquelle on peut se pencher. On a une étude sur l'indice mondial sur l'utilisation responsable de l'UA, 138 pays autour du monde, leurs pratiques. On a inclus 41 pays de l'Afrique. On a trouvé que seulement 2 pays de l'Afrique ont des cadres du gouvernement en place qui s'adressent à la sécurité des systèmes de l'IA, c'est Kenya et Rwanda. Et il y a d'autres pays qui y pensent aussi sur ces questions et qui mettent en place ces cadres de protection. On a référé à cela. Il y a des activités importantes aussi dans les zones non étatiques, dans l'académie, les universités, les, les groupes non gouvernementaux, Libye, Maroc, d'autres pays sont très actifs dans ce domaine. Je pense que à savoir comment les gouvernements de l'Afrique peuvent travailler avec cette expertise locale pour trouver des solutions locales. Je pense aussi que il faut savoir comment démocratiser la gestion et l'anticipation des conflits, donc des technologies
de sources ouvertes pour permettre aux gens d'avoir accès au système d'alerte précoce pour prendre des actions bien à l'heure. Et ça vaut bien le coup d'explorer cela avec les acteurs locaux, surtout en ce qui concerne la gestion des conflits, le renforcement de la paix, comment mettre en place euh, tout cela avec ces technologies. Je pense que cela est très important et je crois que de plus, on voudrait voir l'évaluation, la surveillance, le contrôle de ces systèmes en pratique. Alors, qu'elles démarrent, on veut trouver des façons de mesurer l'impact de ces systèmes. Cela implique les communautés lors de ce processus. Je pense que les gouvernements de l'Afrique jouent un rôle important pour faire le lien entre les sociétés, le public, avec les experts qui travaillent déjà dans ces espaces. Je sais qu'en m'engageant avec beaucoup de gouvernements de l'Afrique, ils ont un sens très clair à savoir comment l'IA peut les aider à faire face aux défis qu'ils ont identifiés, que ce soit vis-à-vis de la sécurité, l'éducation, allouer les enfants vers les écoles, mais souvent les développeurs de l'IA ne sont pas tellement bien connectés aux décideurs des politiques. Donc, je crois qu'il nous faut nous pencher à savoir comment faire le lien entre tout cela. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire des questions et des réponses. Nous avons déjà des bonnes questions dans la boîte de bavardage. Je vais commencer avec des questions que je trouve dans le chat. Il y a une. Est-ce qu'on peut avoir plus de clarification sur les trois genres de l'IA, les prédictives, génératives? Et je vais vous demander à toutes les deux, comment voyez-vous que l'IA va continuer à évoluer dans l'avenir, surtout vu ces catégories de l'IA à l'avenir? Deuxièmement, nous avons plusieurs questions concernant les cadres gouvernementaux. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous voyez comme étant des bonnes pratiques qui existent déjà ou en Afrique ou ailleurs. Je sais que vous avez ébauché la stratégie de l'UA de l'Union africaine. Vous avez travaillé là-dessus. Peut-être que vous pourriez parler de cela un peu. Et puis finalement, peut-être spécifiquement pour Shinasa, vous avez mentionné lors de vos remarques que vous ne pensez pas que l'IA va être cause de beaucoup de chômage. Alors, je voudrais que vous en parliez davantage parce qu'il y a beaucoup de controverses. Je suis d'accord, mais je voudrais en entendre davantage. On va commencer avec ces questions-là. On va les poser après que vous ayez quelques minutes pour répondre à ces questions. On espère avoir 3 ou 4 questions. Alors, docteur, à vous. Je vais commencer avec la dernière question. En ce qui concerne le chômage, surtout avec l'IA et en particulier, on n'a pas vu énormément d'impact dans le contexte mondial. Beaucoup des impacts négatifs sur la main-d'œuvre sont surtout dans les pays occidentaux, les États-Unis, les pays plus riches où l'industrie euh, euh, informatique en a souffert, mais je pense que cela va changer parce qu'il y a beaucoup de rapports qui démontrent spécifiquement comment l'IA de plus en plus introduit euh, introduit des problématiques sécuritaires pour le codage et donc on a besoin de davantage d'individus pour beaucoup de gens qui ont lâché, qui ont licencié leur main-d'œuvre vont commencer à les reprendre pour répondre aux problèmes sécuritaires. Et puis, je ne pense pas que utiliser l'IA uniquement va fonctionner à l'avenir. Nous avons vu beaucoup de licenciements aussi dans le marketing, les industries créatives, pour les écrivains, etc. Mais je pense que pour le moment, les espaces de l'IA sont dans les espaces créatifs et informatiques
Mais en Afrique, il y a peut-être, comment dire, une économie créative. Dans certains pays, c'est plus développé que dans d'autres. À Hollywood, par exemple, en Afrique du Sud aussi, en Afrique de l'Est, Kenya. Mais je pense que je ne suis pas sûre comment l'IA a été adoptée dans des secteurs différents en ce qui concerne le licenciement de la main-d'œuvre, mais je pense qu'il y a des tendances quand même à suivre dans les tâches créatives, mais en ce qui concerne et dans les tâches de l'ingénie, dans les tâches euh, la culture joue un grand rôle en Afrique aussi, sur le continent. Il y a, et aussi l'agriculture était très important en Afrique. Alors, l'IA ne peut pas faire les récoltes, l'IA ne peut pas s'occuper des enfants, l'IA ne peut pas réparer les routes ou même les construire ou gérer l'infrastructure. Alors, je pense que beaucoup euh, il y aura surtout des problèmes dans l'industrie des professionnels. Est-ce que vous voulez répondre à d'autres questions aussi? Oui, je pense que les stratégies de l'IA, pour moi, je pense qu'ils fournissent des cadres. Il est difficile de suivre les lois douces, soft, et depuis que nous voyons depuis cette dernière année, j'aimerais avoir une meilleure réponse pour vous, mais il faut d'abord se focaliser sur l'état de la gouvernance pour voir quel sera l'impact de la gouvernance. Nous voyons des données qui sont vues comme étant, les gens disent c'est le nouveau pétrole, j'aime pas vraiment dire ça, mais on voit des entreprises qui dédient ou qui pivotent leurs priorités pour l'extraction des données sur les consommateurs pour renforcer leur modèle de système génératif. Par exemple, les sociétés comme X ou Twitter ou d'autres plateformes, Meta, ont changé leur politique sur la vie privée pour permettre à cette extraction de données de prendre lieu. Et nous savons que dans le contexte de l'Afrique, on pense aux provenances des données, l'émergence de l'IA, il y a un manque de suivi concernant des politiques pour la protection des droits. Alors, je pense surtout à la gouvernance des données. euh, Même avant que je me penche sur l'IA, par exemple, la convention euh, que vous avez mentionnée, on trouve que la Convention Malabo, il y a des trous, il y a des trous des politiques nationales de gouvernance de politique ont déjà été adoptées, mais vraiment les bons cadres, j'hésite à en recommander. Merci, vous avez dit quelque chose d'important pour nos participants qui connaissent peut-être pas les aspects techniques de l'IA. Pour que l'IA puisse bien fonctionner, il faut que celle soit utilisée dans des contextes de façon spécifique. Il faut des données pour ce faire, beaucoup, beaucoup de données. C'est pour ça que Dr. Collard recommandait que plutôt que il faut commencer avec les régulations, il faut surtout commencer par la protection des données, la protection de la récolte, de la collecte des données. Et ça, c'est particulièrement important pour les modèles de l'IA générative aussi. Donc, cela est un point excellent. Dr. Adams, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Peut-être je vais répondre à la question à savoir où je vois la technologie. Comment voulons-nous voir l'évolution, la bonne diffusion technologique pour voir les bénéfices économiques et sociaux pour qu'elle soit bien diffusée à travers les sociétés. Mais pour que cela puisse passer, la technologie doit être utile, facile à utiliser. Ce que nous voulons voir, c'est ces technologies de l'IA mieux conçues pour l'utilisation dans des contextes de l'Afrique différents.
Alors, pour le moment, c'est utile pour les travailleurs qui utilisent les emails et les PowerPoint. L'IA peut faire cela pour eux. Mais on voudrait voir des technologies de l'IA qui peuvent fonctionner dans les langues locales de l'Afrique, qui dépendent, qui ont une utilisation de technologies moins importantes. On aimerait voir des technologies de parole à parole pour que les gens puissent parler leur propre langue dans un téléphone, par exemple, et recevoir dans leur propre langue la réponse. C'est ce genre de développement que nous aimerions voir qui peuvent être utiles dans la vie quotidienne des gens et de façon dans des contextes plus diversifiés à travers le continent. Et je suis d'accord, je crois qu'il y a beaucoup de valeur dans les industries créatives à travers l'Afrique aussi. Beaucoup des jeunes, de la plus jeune génération à travers le continent, la façon qu'ils utilisent la technologie smart, intelligente, comment ils s'engagent sur les plateformes différentes. Ils sont très impliqués dans la créativité. Alors cela, ils peuvent créer, comment mettre cela à l'échelle s'il y a assez de contenu pour qu'ils comprennent des valeurs et la culture locale, des exemples de cela, et pas seulement la culture occidentale qui est répandue. Et ça provient avec l'utilisation de plus en plus importante de la technologie dans l'industrie créative. En ce qui concerne la bonne gouvernance, le cadre de la bonne gouvernance, Tina, ça a raison, on a beaucoup de lacunes parce que il n'y a pas de règlement vraiment, pas de contraintes qui tiennent vraiment. On ne peut pas vraiment responsabiliser les gens, on ne peut pas renforcer des conséquences dans le contexte africain. Il y a beaucoup de travail à faire encore pour définir les valeurs éthiques qui sont importantes dans le contexte africain, alors que nous mettons en œuvre, concevons, surveillons, contrôlons ce genre de technologie. Alors, l'Union africaine a développé une stratégie, mais ça, c'est un très grand cadre. C'est une feuille de route, en quelque sorte, de stratégie avec des provisions potentielles du développement africain. Mais les stratégies ne font que commencer un cadre. Mais un rôle très important, c'est nos institutions démocratiques, les régulateurs d'information, les bureaux d'élection, nos systèmes juridiques, les juges, les tribunaux, nos commissions de droits de la personne, les commissions de l'égalité de genre. En Afrique du Sud, nous avons le protecteur public qui surveille comment le gouvernement adhère à la Constitution et aux lois. Et je crois que ces institutions joue un rôle très important à assurer la bonne gouvernance dans toute industrie, qui peut assurer que les gens sont protégés de mal. Le rôle entre le gouvernement, la société civile, les populations, mais aussi souvent entre les lois et les normes nationaux. Beaucoup des questions auxquelles on fait face avec l'IA, c'est des problématiques euh, globales, mondiaux, s'ils ne définissent pas des frontières de la même sorte que les lois nationales le font, parce qu'il y a des applications extra au-delà des frontières de chaque pays. Euh, Ceci veut dire que la gouvernance locale de l'UA devient de plus en plus importante pour empêcher le mal à des niveaux différents. Mais on a aussi besoin de discussions de gouvernance mondiale qui puissent refléter les besoins de l'Afrique, les priorités de l'Afrique, les expériences et les attentes de l'Afrique. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce point de façon adéquate parce qu'il y a beaucoup d'influences toujours provenant de parties différentes et c'est très complexe alors.
Je crois qu'on est juste au début de la route vers la bonne gouvernance et je crois que des mécanismes très puissants, c'est la capacité de l'apprentissage de pairs et des décideurs à travers le continent de l'Afrique, mais aussi à travers des régions différentes du monde. La coopération sud-sud, la coordination pourrait être très, très puissante. Et je crois que c'est un autre rôle que les organismes régionaux peuvent jouer pour habiliter l'harmonisation, la coopération de ce cadre que nous allons mettre en place pour que les pays de l'Afrique puissent plus librement, mais responsablement partager des données ou partager le talent et les gens vont pouvoir plus facilement aller au-delà des frontières lorsqu'ils ont des expertises de l'intelligence artificielle à partager. Merci beaucoup des réponses très, très exhaustives. On a beaucoup d'autres questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir y répondre à toutes les questions. Je vais essayer de les regrouper un petit peu. Une question très intéressante. Comment voyez-vous l'influence de la Chine, l'impact sur l'IA? Il y a les pays de l'Afrique qui font le levier de cela. Est-ce qu'ils résistent contre cela? Contre les efforts de la Chine d'utiliser l'IA en Afrique? Deuxièmement, vous avez parlé un petit peu des outils que l'UA a pour des stratégies pour la protection des données, le partage des données. Quel rôle voyez-vous que joue l'UA pour soutenir les pays de l'Afrique, pour gérer l'IA, les droits civiques, mais aussi les défis potentiels qui existent dans ce domaine. Et ça, c'est un point de conversation difficile dans les négociations euh, mondiales. Déjà, cela s'insère dans la discussion de l'utilisation de l'IA. Alors, la question que j'ai à vous poser, le renforcement de capacité de l'IA, de quoi ça peut avoir l'air pour que ce soit, pour que l'IA, pour qu'il y ait des modèles, des ressources de l'IA qui soient bien contextualisées. Et j'aimerais aussi que vous nous parlez davantage, à savoir que faire pour les pays de l'Afrique qui sont pauvres en données pour profiter, bénéficier de l'IA. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider à décroître l'inalphabétisation. Alors, comment utiliser l'IA pour ce faire? Comment utiliser l'IA pour des systèmes d'alerte précoce, par exemple? Ça, c'est une question de Joseph Lobumba de la RDC. Mais comment utiliser l'IA pour les systèmes d'alerte précoce, pour contrer à l'avance la violence, par exemple, lorsque vous êtes préoccupé dans la dépense de beaucoup d'argent pour développer les systèmes, les ressources? Mais vous voulez, pour les analyses prédictives, vous voulez peut-être utiliser certains réseaux qui peuvent vous donner les mêmes réponses. Dr. Adams, on va commencer avec vous et puis ensuite passer à Dr. Collard. Oui, ça, ce sont des questions très intéressantes. Je vais répondre à quelques thèmes que j'ai notés. Il y avait une question très importante sur les systèmes d'alerte précoce, comment ils fonctionnent, comment est-ce que l'IA est utilisée dans ce contexte et de surveiller l'analyse des sentiments sur les plateformes des réseaux sociaux et de pouvoir repérer s'il y a des tendances inflammatoires sur telle ou telle question ou problématique qui pourrait aggraver une situation ou mener à des conflits. Je pense que cela représente des mécanismes très importants qui peuvent être utilisés vraiment sagement il faut faire attention quand même des préjugés qui peuvent s'insérer là-dedans. Mais souvent, c'est une question de qui a accès à tout cela.
parce que certains des problèmes peuvent, c'est que ce sont des gouvernements étrangers qui peuvent mettre en place des systèmes d'alerte précoce et savent déjà à l'avance et peuvent alerter le gouvernement local, le gouvernement national lorsque, par exemple, l'insécurité alimentaire, si nous savons que cela va advenir, cela va mener à des conflits. On a besoin donc de réfléchir sur l'asymétrie de connaissances. Qui a les informations? Euh, ce que je n'ai pas assez, ce dont j'ai pas assez parlé avant, on voudrait que ces technologies deviennent moins chères à mettre en place, à créer. Je pense que il faut avoir les leaders politiques locaux, les faire travailler avec les développeurs des logiciels et de la technologie pour arriver à des bons fins. En ce qui concerne le renforcement de capacité, je pense qu'ici en Afrique du Sud, nous avons deux cours. Un des cours, c'est sur l'IA et la politique et l'IA et les droits de la personne, deux cours différents à l'Université de Pretoria et l'Université de Cape Town. Nous avons des professeurs qui proviennent de partout du monde et de partout sur le continent pour enseigner ces cours avec le contexte africain. Souvent, ces cours sont enseignés avec un esprit mondial de partout dans le monde qui ne parle pas vraiment au contexte très différent et les conditions très différentes que nous avons ici sur le continent. Mais nous avons vu que vraiment, il y avait beaucoup d'intérêt dans ces cours, de ce contenu, de ces cours qui sont vraiment focalisés sur le contexte africain. Renforcer les capacités autour de l'éthique et de la bonne gouvernance. C'est pas seulement enseigner aux gens ce qui se passe, mais de fournir des opportunités à beaucoup de gens, de faire savoir aux gens que beaucoup de gens font un travail merveilleux dans ce domaine et qui peuvent soutenir, appuyer les décideurs locaux. Je crois qu'il est ce qui n'est pas très juste. Nous avons des technologies américaines, par exemple, qui inséraient de valeurs démocratiques, la technologie chinoise plus autocratique, par exemple. Et cela est simplifié, bien sûr, et très problématique. On voit souvent les technologies chinoises offertes en tant qu'alternative moins chère dans le contexte africain. Alors, je crois qu'on doit vraiment approfondir pourquoi euh, certaines technologies sont appropriées, pourquoi il y a ce transfert de technologies étrangères à partir de certaines régions. Et on doit se focaliser sur comment développer les capacités technologiques locales pour obtenir des systèmes locaux et arriver à un point où on exporte les technologies africaines vers l'étranger. Docteur Okolo, oui, euh, c'était une très bonne réponse. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui seraient mieux servies que parce elle a donné une très bonne réponse. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de les regrouper un peu ensemble. Alors, Capitaine Franck de Madagascar, et c'est pour Docteur Okolo, voulait savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle remplace la pensée humaine. Vous disiez plutôt que ça augmente plutôt que remplace. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être approfondir un peu où sont les limites actuellement de cette IA générative? Quels sont les défis? Enfin, où en est cette super intelligence qui inquiète tellement les analystes? Alors, une autre question liée à ceci, d'autres posant des questions à propos de préoccupations, à propos d'une automisation de l'IA, surtout dans le secteur de la sécurité, contrôlant des armes. Est-ce que, euh, est-ce que
il y avait des questions à propos de si on avait utilisé une arme atomique en Libye, par exemple. Alors, comment voyez-vous cette IA en forme d'agent? Comment est-ce que ça peut être utilisé? Quels sont les risques, les cas d'utilisation? En... Alors, maintenant que cette IA en forme d'agent est utilisée et devient de plus en plus répandue. Et dernièrement, c'est comment est-ce que les pays africains puissent, peuvent continuer à intégrer des solutions IA dans leur système pour les mécanismes de service public, par exemple, pour le census, les données de census, ou euh, quelles sont certaines des utilisations concrètes de l'IA qui peuvent aider ou informer les gouvernements africains par rapport aux données qu'ils recueillent. Et souvent, c'est très significatif. Alors bon, d'abord, le problème, c'est que les gens s'appuient trop sur l'IA. Et parce que, bon, il y a euh, toutes ces, toutes les médias parlant de l'IA, etc. Mais alors, d'utiliser l'IA pour l'éducation et développer l'alphabétisme, ce n'est pas quelque chose qu'on a démontré comme étant quelque chose qui va réussir. On ne doit pas complètement s'appuyer dessus. Microsoft vient de publier un article la semaine dernière qui démontre que l'utilisation de l'IA générative a un impact néfaste envers votre capacité de pensée critique. Par exemple, les enseignants IA de maths veulent dire qu'en fait, les gens se retrouvent, les étudiants se retrouvent avec des compétences moindres, affaiblies envers les maths. Alors, je n'aime pas cette idée d'utiliser l'IA en tant qu'enseignant. Et quand on considère le contexte africain, aucune de ces technologies provenant de ces grandes sociétés ne sont suffisantes pour en fait fonctionner dans ces langues autochtones ou locales. Donc, il y a certaines technologies, enfin certaines sociétés qui développent par exemple des outils pour les langues éthiopiennes, l'amharique, etc. euh, L'NLP ou pour la santé, enfin de nombre de euh, langues. Alors, il y a des sociétés développant des modèles pour les langues africaines et se focalisent sur des petits modèles de langue qui seront plus efficaces dans le contexte africain à cause de ces défis que nous avons du point de vue de l'infrastructure et par rapport à l'accès. Et donc, je voulais noter ceci en premier. Euh, Ah bon, il y a eu beaucoup de questions, mais alors pour synthétiser un petit peu, euh, il y a une autre question intéressante à propos de l'approche en Afrique. Et on a parlé de open source, surtout source ouverte. Alors, quand on parle de ces domaines spécifiques à la langue, je n'aime pas beaucoup cette utilisation open source, source ouverte. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est open source, source ouverte, parce que beaucoup de sociétés telles que Meta en fait, on t'envoyait beaucoup de fausses pistes par rapport à ce que veut dire open source, source ouverte. Ça veut dire qu'on a accès aux données qui sont utilisées, aux codes qui sont utilisés, qui représentent l'architecture de ces systèmes. Et on a accès à d'autres évaluations par rapport à ce qui a été fait pour les modèles. Mais pour le moment, on a juste accès à ces modèles qui sont emballés dans que vous pouvez télécharger, utiliser, mais vous ne savez pas quel est le code et ce qui a été utilisé pour les entraîner. Et il y a bon des langues telles que l'anglais et des langues de la même famille qui ont en fait une structure, un lexique qui est très différent. Et il y a aussi bon
langues africaines, les langues asiatiques. Alors, on essaye d'adapter ces modèles qui ont été entraînés sur ces langues telles que l'anglais et les langues similaires. Alors, beaucoup de développeurs africains et de chercheurs africains sont en train d'utiliser ces modèles en tant que base, mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'innovation si on pouvait, s'ils pouvaient reconstruire ces modèles à partir de zéro. Euh, mais parce que, bon, euh, il y a aussi la difficulté d'entraîner ces modèles pour arriver à un certain niveau de compétence. Ça prend du temps et des ressources. Alors j'aimerais voir un appui de la part des gouvernements africains et des institutions de recherche. Merci beaucoup. Et pour ajouter à ceci, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la créativité. Surtout certains des modèles à faible prix, qui sont des modèles qui peuvent être utilisés par les praticiens, les chercheurs africains. Il y a une société qui s'appelle Robot Mali, qui a utilisé ChatGPT, qui venait d'offrir la traduction vers le Bambara, une langue au Mali. Alors, il faut faire en sorte que ces grands modèles puissent offrir cet appui de traduction. Et donc, dans ce cas-ci, cette société a utilisé ChatGPT pour rédiger en anglais des livres qui étaient basés sur des histoires locales, des traditions locales. Et ils ont demandé à ChatGPT de traduire ceci en Bambara. Et d'ici un an, ils ont pu traduire 200 à 300 livres. Alors donc c'est ce traitement automatique des langues contient beaucoup des innovations qui sont possibles. Docteur Adams. Oui, je connais ce cas de Robo Mali et de ses traductions. C'était vraiment un cas très important parce que c'était une occasion de comment est-ce qu'on peut s'éloigner de ces langues coloniales, cette dominance du français dans les pays francophones où on a éduqué les enfants en français, mais dans leur foyer, ils ne parlent pas le français, ils parlent le bambara ou autre langue. Et ceci a un impact sur les résultats les niveaux que ces enfants peuvent atteindre du point de vue de l'alphabétisme. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont produit à cette échelle locale des livres d'études pour les enfants de 2 à 18 ans et dans cette langue locale de Bambara. Et, ça a été un processus plutôt long et ça, on doit quand même le souligner. Dans beaucoup de ces cas d'utilisation très significatifs, bon, on se dit oui, alors ces technologies pourraient être très utiles. On ne peut pas sous-estimer le montant de temps que ça prend de traduire tout ceci dans un contexte qui serait pertinent. Alors, bon, ChatGPT, dans ce cas-ci, alors parlait, créait une histoire où disait un chien est un animal de compagnie, ce qui n'est pas forcément pertinent dans ces communautés au Mali. Et donc, ça a pris longtemps pour trouver un contexte, enfin, ça a pris longtemps à ChatGPT de trouver un contexte qui serait pertinent au niveau local dans ces communautés au Mali. Mais c'était vraiment, en effet, un exemple très important. Et en Afrique du Sud, les décideurs politiques nous ont dit que oui, si on pouvait avoir de l'IA générative qui pourrait nous aider à créer des programmes éducatifs dans les langues locales pour vraiment appuyer euh, nos efforts éducatifs. Alors c'est vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que nous n'avons, nous ne pouvons pas saisir à l'heure actuelle. Euh, mais on ne peut pas seulement prendre ces technologies tout d'un coup et se dire, ah bon, ça va marcher dans notre contexte sans avoir à vraiment analyser tout ceci et adapter tout ceci. Alors là, on a un processus
C'est vraiment, c'est des technologies de bac à sable où on doit développer ces technologies au niveau local, mais on a des chercheurs, etc., qui les surveillent, la conception, le déploiement, etc., et des autorités réglementaires s'assurant que l'utilisation de ces technologies ont des garde-fous, que les gens comprennent comment ces technologies vont les impacter, comment leurs droits pourraient être impactés. Et il faut un savoir-faire technique qui se développe au fil du temps. On doit apprendre à la volée et donc on ne peut plus penser aux autorités réglementaires comme examinant les choses après. On doit les utiliser pendant le développement des cas d'utilisation insignificatifs. Et sans trop m'attarder sur ce point de la main-d'œuvre, on en a beaucoup parlé. Et ce commentaire à propos de robots Bali, je ne suis pas conscient je ne pense pas que l'IA va détruire plein d'emplois en même temps. Ceux qui ont utilisé ChatGPT pour trouver un outil de rédaction. Oui, bon, trouver quelque chose qui est pas mal, mais pour trouver quelque chose de haute qualité, un article bien écrit, etc., il faut énormément de modifications, de corrections. Et les études ont démontré ceci, que ça ne va pas forcément remplacer tous les gens qui sont très qualifiés. Euh, je pense qu'on va utiliser l'IA peut-être pour mettre les compétences des gens à l'échelle plutôt que pour les remplacer. Alors, je pense qu'on a une question, on a le temps pour quelques questions supplémentaires. On en a beaucoup des questions. Alors, une question est, alors, on a déjà entamé ce dialogue avec Robo Mali. Quelles sont les contributions que les Africains apportent à ce programme de l'IA au niveau mondial et au niveau des pays africains? Alors, on parle de la technologie, des ressources qui sont dominées par le nord mondial, donc les pays euh, développés, mais de m'engageant moi-même dans cet espace, pas autant que vous, je vois beaucoup d'intérêt de la part de beaucoup de gouvernements africains ainsi que l'Union africaine qui s'engagent vraiment dans ce débat de la gouvernance. La stratégie continentale de l'UA sur l'intelligence artificielle, vraiment, ceci démontre qu'il y a un engagement beaucoup plus fort de la part de l'Afrique en général. Donc, alors, dites-moi ce que vous voyez en tant que les contributions principales que les scientifiques africains, les diplomates africains, les chefs d'État, etc., que le peuple africain, leurs contributions, quelles peuvent elles être par rapport au débat mondial sur la gouvernance et l'utilisation de l'IA? Alors, alors, je vais parler un peu je suis scientifique et nous sommes beaucoup d'entre nous ici des chercheurs. Pour moi, lorsque j'essaie de quantifier les contributions de l'Afrique, les développeurs, les chercheurs de l'Afrique, les chiffres ne sont pas très élevés. 2% des apports scientifiques proviennent du continent. Je pense que pour l'IA, c'est peut-être 0,5, même pas cela de l'apport. Et 2% de, au développement du développement de l'informatique provient de l'Afrique du Sud surtout. Et je ne suis pas sûre comment cela va changer sans qu'il y ait des réformes structurales par les gouvernements de l'Afrique qui vont investir dans le renforcement des pipelines d'éducation et des pipelines tertiaires pour que les étudiants africains peuvent rester sur le continent pour poursuivre des études supérieures dans la science informatique, dans l'IA. Beaucoup de ces étudiants de l'Afrique doivent quitter le continent, à moins qu'ils aillent en Afrique du Sud.
et qui ont des institutions très, très fortes sur le continent, les environnements de recherche informatique sur le continent. Mais une fois qu'ils quittent, ils vont sans doute rester dans le pays où ils ont reçu leur éducation, au Canada, la Grande-Bretagne, etc. Et on voit déjà cette fuite des ménages qui partout sur le continent. Je pense que cela prend lieu aussi et va continuer à une plus grande échelle pour les chercheurs de l'Afrique spécifiquement. Je veux m'assurer, on a parlé des démarches à la base pour les chercheurs de l'Afrique, du continent. On dit que ce qui serait bien, euh, Wasekane est bien connu sur le continent, d'autres organisations et des tabacs. D'autres sont inclus, d'autres sont participés dans ces efforts, et puis Ghana LLP, Lagos, la société en Tunisie, etc. Ces sociétés ont beaucoup fait pour remplir ces trous de capacité que nous voyons concernant les opportunités de recherche pour que les gens puissent sinon rentrer dans ces programmes et entreprendre des recherches l'IA et apprendre. Bien sûr, il nous faut mettre ça là à l'échelle euh, et on a besoin de l'appui du gouvernement de même. Alors, Dr. Kelgay, ce que nous voyons, donc, les contributions de recherche pour l'IA, c'est pas très joli, c'est pas très encourageant pour le moment. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je crois que Shinasa a fait a bien parlé sur le problème de la fuite des cerveaux ménagères que nous voyons. Donc, lorsque nous voyons des innovateurs qui développent des technologies, pas nécessairement pour le gain monétaire, mais pour le bien social, pour la justice sociale, dans des contextes où ils n'ont pas, par exemple, l'électricité stable, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas les meilleures capacités informatiques. Ces gens vraiment ont beaucoup de défis et malgré cela, dans ces contextes complexes, ils arrivent quand même à faire beaucoup de choses. Et oui, en effet, il y a des exemples fantastiques provenant du Nigeria, Amina Health au Ghana. Et puis, côté politique, je crois que cet espace sur le théâtre mondial, sur la scène mondiale, il faut que les leaders de l'Afrique s'impliquent pour façonner cet espace. Beaucoup d'entre eux l'ont fait. La présidence de l'Afrique du Sud, du G20, est une opportunité très importante et je sais que l'IA est euh, démontrent vraiment très clairement qu'ils ne veulent pas seulement parler dans le contexte de l'Afrique du Sud, mais vraiment du plateforme de tout le continent, de faire valoir les défis, les problèmes du continent. Lors lors de la réunion, de la présidence du G20 en 2025. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je voudrais terminer avec des questions plus concrètes provenant de la salle concernant l'IA dans leur propre contexte. Nous avons une quête contexte de David Ameka de Afropol qui est une question aussi provenant d'un collègue de Togo qui ils sont intéressés et colonel Polagay du Togo. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour aider les pays de l'Afrique à contrer le terrorisme ou contrer les acteurs non étatiques, les menaces non étatiques? Alors peut-être vu que pour beaucoup de pays de l'Afrique, le terrorisme vraiment est une grande priorité. Alors voici des questions pertinentes. Autre question, comment est-ce que l'IA peut être utilisée pour aider les gouvernements à contrer la corruption et améliorer
leurs services. Alors, on va commencer avec vous, Dr. Colline, et ensuite Dr. Adams. Oui, alors, je, je ne, je, je ne vois pas beaucoup de promesses, mais je n'aime pas tellement utiliser l'IA pour ces applications sécuritaires. Surtout, je n'aime pas trop le ciblage des citoyens parce que ces outils ne sont pas vraiment toujours très justes. Elles peuvent être mal utilisées. Et lorsqu'on pense à la défense, il y a des opportunités. Les outils de l'IA peuvent aider à prendre les schémas de groupe, les tendances, à savoir comment les groupes de terrorisme opèrent, comment ils s'organisent sur des plateformes différentes. Ça, on peut suivre cela pour voir un petit peu Telegram, comme vous savez, Access, il y a beaucoup d'outils de l'IA qui ont accès à ces services. Mais que nous savons, par exemple, que beaucoup d'organisations prennent lieu sur Facebook et les politiques de modération sur Facebook sont pas à la hauteur. Mais je crois que les gouvernements de l'Afrique peuvent bénéficier d'outils qui peuvent identifier des mouvements de ces groupes et dans des langues locales pour ralentir que le, le déplacement de ces groupes mais je crois qu'il est difficile de viser les personnes individuelles parce que la désinformation, la mésinformation, souvent va hors ligne et il est difficile de suivre cela. Et aussi, lorsque on parle du CESA, le CESA le sait bien, il y a beaucoup d'acteurs étrangers, la Russie, la Chine, qui utilisent qui ont beaucoup d'influence, beaucoup trop d'influence pour interférer, s'ingérer avec les élections africaines. Pas nécessairement le terrorisme, mais il y a des façons d'adresser cela, je pense. Quelle était l'autre question? Améliorer les services du gouvernement anticorruption. Ah oui, alors je crois que une des meilleures choses que j'ai utilisées à cause de que beaucoup de il y a des schémas que les gouvernements ne voudront pas adopter. Il faut qu'il y ait un appétit provenant de la société civile, d'autres acteurs, de demander une redevabilité de la part du gouvernement. Par exemple, au Nigeria et à Tchèque, ils font beaucoup de travail sur le budget. Ils publient euh, à qui sont octroyés les contrats, quelles sont les sommes qui sont octroyées, pourquoi est-ce que les organisations qui n'ont aucune expertise dans le secteur, pourquoi ils sont octroyés des contrats pour construire des routes ou installer des câbles électriques? Alors, ça, beaucoup de ce travail, beaucoup de ces organisations peuvent utiliser ces processus. Mais le gouvernement doit faire ce travail aussi. Et donc, on va faire ce travail dans beaucoup de pays africains. Alors, il faut prendre cette redevabilité pour tenir ces gouvernements redevables. Et je pense que l'IA peut aider avec ceci, mais les gouvernements eux-mêmes doivent bien vouloir adopter ces technologies pour lutter contre la corruption et assurer la redevabilité. Merci. Docteur Adams, auriez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'était une très bonne réponse et je suis complètement d'accord. Je voudrais peut-être ajouter un petit peu à propos de l'utilisation de l'IA pour améliorer la fourniture de services du gouvernement. C'est vraiment un sujet où si on n'analyse pas les risques, euh, les, les biais qui pourraient e- exister, le genre de garde-fous sans les avoir ceux-ci, qui pourraient, alors on pourrait en fait nier des droits à la population. Euh,
Et donc, une préoccupation avec ce genre de système, c'est qui a accès à ces données, parce que c'est normalement des données personnelles très sensibles, souvent à propos des groupes les plus fragiles au sein d'un pays. Alors, qui a accès à ces données? Pourquoi faire? Comment on utilise ces données? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit surveiller de très près. Merci énormément. Docteur Okolo, auriez-vous quelques derniers mots? Oui, pour répéter un peu ce qu'on a entendu à travers ce dialogue, il y a beaucoup d'opportunités pour que l'IA puisse euh, aider à faire face à ces défis socio-économiques dans les pays et dans le continent. Mais on doit s'assurer que ces outils sont intégrés et développés d'une manière prudente et en respectant les droits humains et l'autonomie des gens. Alors merci. Merci beaucoup. Alors, je vais synthétiser un petit peu et ensuite on va conclure la réunion. D'abord, ce qu'on a entendu dès le début du docteur Okolo, l'IA existe depuis très longtemps et continue à progresser. On a vu beaucoup de progrès, d'énormes progrès récemment, ces dernières années, passant de systèmes très prédictifs qui existent depuis longtemps vers des modèles d'IA agentiques. Mais on en est encore loin d'avoir l'IA étant une super intelligence qui va remplacer l'intelligence humaine. Je pense que c'est sur les 5 à 10 années à venir, on va voir dans quelle mesure cette IA agentique sera intégrée dans les systèmes économiques, politiques et sécuritaires et quel sera l'effet de ceci. Et un autre élément à noter, c'est que il y a beaucoup de barrières d'obstacles par rapport à une utilisation efficace de l'IA. Et il n'est pas vraiment clair dans quelle mesure les bénéfices de l'IA en Afrique pourraient il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'efforts pour la réglementation et l'adaptation de cette technologie vers des solutions africaines, et vers des contextes africains et donc une personnalisation de cette technologie. Et je pense on va en reparler dans les prochaines sessions. Vraiment, cette application de l'IA dans le contexte du secteur de la sécurité. Alors, ça veut dire que tout le monde doit faire ses devoirs. L'une des premières questions que vous devez vous poser en tant que membre d'un gouvernement ou acteur du secteur de la sécurité. Pour l'utilisation d'un système IA, est-ce que vous avez même besoin de ce système étant donné le coût? Y a-t-il une manière plus simple d'obtenir ces informations, ces résultats? Euh, et parfois, vous allez voir des cas potentiels. Par exemple, je ne suis pas complètement d'accord avec Dr. Okolo et Dr. Adam. Je crois que l'utilisation de l'IA dans le recueillement dans le renseignement, etc., et dans le domaine sécuritaire est presque inévitable. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions que vous allez devoir vous poser par rapport à comment prendre certains de ces systèmes qui vont être développés surtout par des puissances non africaines. Comment allez-vous les adapter pour vous assurer que ceci ne mène pas à trop euh, de morts et blessés parmi les populations africaines, par exemple. Et donc, il faut vraiment analyser cette utilisation efficace de l'IA sur le continent africain. J'ai hâte de reparler de tout ceci, des implications de l'IA en Afrique dans les webinaires à venir. Alors, pour rappel du calendrier, j'espère que vous avez une meilleure compréhension des implications de l'IA et des bénéfices et des opportunités qui se présentent. Et demain, à la même heure, nous allons parler de comment l'IA impacte les menaces dans le paysage de la sécurité africaine. Et on va parler de multiples cas de ceci. Et on va passer ensuite des menaces vers la stratégie
de l'IA et comment appliquer l'IA. Ce sera le 13 et le 14 mars et le 3 et 4 avril. On va parler de comment gérer les risques de l'IA qui sont importants. Je pense que quelque chose que vous aurez retenu d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des risques importants, mais aussi comment faire progresser la coopération régionale et internationale par rapport à l'IA. Alors, j'ai hâte de vous revoir pour continuer à parler de ces questions compliquées. Enfin, on a eu plus de 40 questions posées, donc il y a un niveau très significatif d'intérêt envers ce sujet. Alors, merci, docteur Okolo, merci, docteur Adams, pour vos excellentes remarques.